Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box et vous nous retrouvez dans la foulée en rattrapage, que ce soit en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, après ce nouvel épisode de tempête trumpienne, le retour à un soulagement, à un calme temporaire. C'est toute la question sur les marchés. En tout cas, l'heure est au soulagement, effectivement, depuis hier, depuis que Donald Trump a abaissé certaines de ses menaces pour le Groenland, aussi bien la menace tarifaire contre les pays européens qui ne voulaient pas le suivre dans cette affaire, que la menace d'un recours à la force excessive pour mettre la main sur le Groenland. Un accord cadre, sans plus de précision, est actuellement en négociation avec l'administration Trump, le Danemark et les autorités européennes dans leur ensemble. Sommet européen ce soir d'ailleurs pour discuter de la situation au sein des 27. Les marchés donc soulagés, on le voit sur les marchés obligataires, sur les marchés actions, avec un indice de volatilité qui retombe autour de 15 pour le marché américain. Pauline Grattel vous apportera plus de précisions dans un instant sur ce calme après la tempête Trump à Davos. Une situation qui reste particulièrement compliquée, c'est celle d'Ubisoft. La déroute d'Ubisoft n'en finit plus. Je crois que c'est un titre qui a dû diviser par deux chaque année depuis 4 ou 5 ans maintenant. Encore aujourd'hui, avec une baisse de 30% sur la séance en cours et toujours autant de difficultés industrielles pour le groupe français de jeux vidéo. Pauline Grattel vous donnera là aussi plus de détails dans un instant sur ce warning massif affiché par Ubisoft aujourd'hui. Voilà pour les grands enjeux du moment sur les marchés et les situations spéciales du jour. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous sortirons des marchés cotés comme nous le faisons régulièrement dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse pour évoquer l'univers des actifs privés. Dans le private equity, nous allons nous focaliser sur le segment du lower mid cap en France et en Europe avec les spécialistes de MBO+, et c'est Xavier de Prévoisin, directeur général de MBO+, qui sera notre invité dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Grattel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Comme à son habitude, Donald Trump souffle le chaud et le froid sur les marchés. D'abord, un rapide rappel des faits. Hier soir, après son discours à Davos, Donald Trump annonçait avoir eu une discussion avec le secrétaire général de l'OTAN, discussion qui a débouché sur un cadre pour un futur accord autour du Groenland. Sans plus de détails, les États-Unis et le Danemark prévoient en effet de renégocier l'accord de défense signé en 1951 concernant le Groenland. Bon, ce qui permet au marché d'être soulagé aujourd'hui. Oui, parce que dans la foulée de ces annonces, Donald Trump a aussi renoncé à ses menaces de tarifs au 1er février. Ainsi, l'heure est au rebond pour les indices actions mondiaux. Aux États-Unis, les indices sont ouverts en hausse de 1% environ. En Europe, les indices se reprennent aussi. Presque tous progressent de 1% ou plus. En France, le CAC 40 évolue autour de 8200 points, en hausse de plus de 1%. Les indices asiatiques ont également clôturé en hausse. Bon, et puis aux États-Unis, un peu de macroéconomie quand même au programme, Pauline. Après l'absence de chiffres pendant toute la période de shutdown, on retrouve quand même des données un peu plus fiables, peut-être pour mesurer l'activité et l'inflation aux États-Unis, avec notamment l'indice Core PCE publié aujourd'hui. Oui, c'est la mesure d'inflation préférée de la Réserve fédérale. Les indices PCE et Core PCE ressortent tout à fait en ligne avec les attentes et stables par rapport au mois précédent. Les deux indices montrent que l'inflation progresse de 0,2% sur un mois et de 2,8% sur un an. On a aussi pris connaissance de la seconde estimation de la croissance américaine. Elle progresse de 4,4% sur le troisième trimestre, un chiffre légèrement supérieur à la première estimation. Bon, et puis les réunions de banque centrale vont revenir et reviennent assez vite dans les radars avant la Fed la semaine prochaine. C'est la Banque du
de Norvège qui rendait aujourd'hui une décision. Oui, elle a opté pour le statu quo, maintenant son taux directeur à 4%. La Banque de Norvège a entamé un cycle de baisse des taux en juin, avec une baisse supplémentaire en septembre, mais ne semble pas pressée de poursuivre. Elle anticipe toujours une ou deux baisses cette année, avec comme objectif de ramener les taux à 3% en 2028. Qu'en est-il des marchés obligataires qui ont été particulièrement secoués ces 2 derniers jours? Le rendement américain à 10 ans s'établit autour de 4,25% aujourd'hui. Le rendement allemand de même échéance autour de 2,90%. Au Japon, les taux longs poursuivent leur détente avec un 10 ans autour de 2,25%. Le rendement à 20 ans cède encore 10 points de base au cours de la séance. Sur le marché d'échange, le dollar reste stable avec un euro-dollar autour de 1,17. Du côté des entreprises, avant d'évoquer la séquence de résultats, il faut parler d'Ubisoft qui connaît une nouvelle journée de déroute boursière. Oui, c'est la chute du jour en Europe. Ubisoft s'écroule, moins 30% sur la séance avec un titre au plus bas depuis 15 ans. L'éditeur français de jeux vidéo a annoncé une réorganisation massive, l'annulation du développement de 6 jeux, et le report de la sortie de 7 autres et un nouveau plan d'économie. L'impact sera lourd, jusqu'à 1 milliard d'euros de pertes opérationnelles. 2 grandes entreprises américaines aujourd'hui à l'honneur avec leur publication, celle de Procter & Gamble et GE Aerospace. Le chiffre d'affaires de Procter est inférieur aux attentes à cause de la faiblesse des dépenses aux États-Unis. Les prévisions de croissance pour 2026 sont toutefois maintenues. Le titre est en hausse de plus de 2%. GE Aerospace, de son côté, dépasse facilement les attentes avec un chiffre d'affaires en hausse de 20% sur un an et un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars sur le 4e trimestre. Le titre dévisse de 6% à l'ouverture. Et puis on retiendra aujourd'hui la hausse du titre Alibaba qui progressait de 5%. Oui, après avoir déjà gagné 4% hier, selon Bloomberg, le groupe envisagerait une introduction en bourse de sa division de fabrication de semi-conducteurs. Avant l'IPO, l'idée serait de restructurer cette activité en une unité détenue en partie par les salariés. Quel sera le programme à l'agenda demain pour les investisseurs, Pauline? Les investisseurs arbitreront demain les résultats de Intel publiés ce soir après la clôture des marchés. Côté macro, les PMI préliminaires américains et pour la zone euro du mois de janvier sont attendus. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Zakaria Darwish est à nos côtés, le responsable des solutions multi-actives de CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Grégoire. Joachim Jean nous accompagne, le directeur de la gestion action de Mansartis. Bonsoir Joachim. Bonsoir Grégoire. Et Laurent Martin est également avec nous ce soir, trésorier au sein de la direction administrative et financière de CIBTP France. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Bon, je ne résiste pas, messieurs, Laurent, commencez par vous, à vous laisser commenter quand même cette nouvelle séquence trumpienne de marché, donc le chaud et le froid, ou le froid et le chaud, je ne sais pas dans quel sens il faut regarder les choses. D'un point de vue de marché, encore quand même une journée de secousse majeure, à commencer par les marchés obligataires. Alors, Trump n'était peut-être pas le seul acteur qui a fait bouger les marchés obligataires mardi, on pourra parler du Japon, mais en tout cas, il y a une concomitance de phénomènes qui bousculent encore beaucoup les marchés. Quand on pensait que Trump 2026 allait être peut-être plus recentré sur ces sujets intérieurs, domestiques, dans la perspective des élections de mi-mandat, avec la radicalité tarifaire ou à l'extérieur des États-Unis, est peut-être un peu passé ou derrière nous. Oui. Alors, dans sa rhétorique, le Groenland devrait être un problème de sécurité, est un problème de sécurité intérieure. Il est vrai. Donc, je crois que c'est un record, puisque jusqu'à présent, il y avait à peu près 15 jours entre une annonce et le moment où l'annonce était annulée. Ouais. Donc là, on est sur 3 jours. C'est assez étonnant. Ce qui est étonnant, c'est qu'il fait marche arrière après une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN qui a absolument, enfin, à ma connaissance, aucun mandat pour négocier avec Trump sur l'intégrité territoriale du Groenland. Bon, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Ce qu'on a lu aujourd'hui un peu sur Bloomberg, c'est que certains de ses proches conseillers lui ont dit qu'il fallait écarter l'option militaire à tout prix. On ne va pas se mettre en guerre avec ses alliés dans l'OTAN, et qu'à partir de là, bon voilà, il a ouvert la porte pour une négociation, et la négociation va s'ouvrir. À suivre jusqu'au prochain épisode. Il finira par obtenir quand même ce qu'il veut.
Il finira par dire qu'il a obtenu ce qu'il veut. Soit une présence... Il y a une base américaine au Groenland. Il y a eu beaucoup plus de soldats au Groenland américain qu'aujourd'hui. Il peut renforcer tout à fait ses effectifs. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de modifier le traité de 51 pour renforcer ses effectifs militaires, etc. Bon, après, la question que j'aurais envie de lui poser, j'ai en face de moi, c'est comment, en construisant un dôme au Groenland, vous empêchez une attaque nucléaire à partir de sous-marins nucléaires russes ou chinois. Bon, c'est autre chose. Mais voilà, quand on écoute son discours d'hier, il a une rhétorique. On n'a pas l'impression qu'il est tout analysé, tout mis en place, quoi. Ça part un peu dans tous les sens. Ça reste brouillon, ça reste un peu sans queue ni tête. Il est capable, dans la même phrase, de parler du Groenland, du Venezuela et après de Powell. Il relie beaucoup de points qui parfois n'ont rien à voir. Qui n'ont pas grand-chose à voir. Les marchés, je trouve, sont extrêmement et de plus en plus calmes par rapport aux annonces de Trump. Ouais. C'est une bonne chose ou c'est une complaisance dont il faut se méfier? Alors là, c'est l'avenir nous le dira, mais c'est une complaisance qui, à mon avis, dont il faut se méfier. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments, mais on en parlera certainement après, aujourd'hui, dans les marchés, un peu d'incertitude, que le marché est très complaisant dans son ensemble, que le niveau de risque, le niveau de levier est relativement important dans tous les marchés obligataires. On a vu au DNCA la semaine dernière, les leviers actions dans les hedge funds sont extrêmement élevés. Et d'avoir cette résilience par rapport à tout ce qui peut se passer, le jour où ça se passe pas comme les marchés pensent que ça devrait se passer, à ce moment-là, oui, ça peut déclencher des choses un petit peu plus complexes sur les marchés obligataires, sur les marchés actions. Je pense qu'il y a une petite zone de danger là. Ouais. Alors j'aime bien parce qu'on a tous le TACO en tête, évidemment, TACO Trade. Alors hommage à ce journaliste du Financial Times, je crois qu'il a revendiqué encore sur Twitter son acronyme hier qui caractérise cette mécanique un peu tactique de Trump. Je mets la barre très haute et puis effectivement je retire une partie de la menace dans la foulée. Il y a un autre acronyme qui est mis en avant par un économiste américain qui s'appelle Ethan Harris, que j'aime beaucoup, qui est alors ou actuel ou ancien chef économiste US de Bank of America Merrill Lynch. Il parle de Tata. Trump always tries again. C'est-à-dire que lui, il dit le TACO, attention. En fait, Trump revient toujours à la charge sur les sujets qui l'obsèdent. Le Groenland, il en parle depuis son premier mandat. La Fed, on voit bien que l'histoire est pas finie. Et même si la pression peut retomber à certains moments, on sent bien qu'il est toujours prêt à revenir à la charge à la moindre faiblesse ou à la moindre faille, j'allais dire, dans le système ou au sein de l'institution. Donc il y a quand même toujours ce côté, Trump revient en remettre une couche. La question étant comment on gère ça. Quand on gère des stratégies multi-actives, tous les marchés sont concernés par ces épisodes trumpiens. Comment on gère ça un an après le retour de Trump à la Maison-Blanche, Zacharia? Alors, vous faites très bien de souligner le fait que finalement, en fait, depuis l'élection de Trump, c'est devenu une variable exogène qu'on ne peut plus ignorer en fait dans une allocation d'actifs. Je m'explique, c'est que en gros, en fait, avec son Liberation Day, il y a eu des impacts, on va dire spot, tout de suite sur les marchés, comme d'ailleurs pendant le Greenland. Et il y a des impacts, on va dire, structurels à plus long terme. Les impacts spot, on se rend compte qu'aujourd'hui, comme il revient toujours, comme il y a une posture de négociation et qu'on espère toujours qu'au final, il va atterrir du moment qu'il a une porte de sortie, c'est ça, en récupérant quelque chose. Parce que finalement, en fait, peut-être que c'est ce qu'il cherchait aujourd'hui au Groenland. Du moment qu'il a ce point de chute, finalement, l'impact sur la croissance, il est minime. Ce qu'on voit aujourd'hui en fait, dans les marchés, c'est que globalement, en fait, on s'attend à ce que la croissance, soit elle surprend à la hausse. Là, on attend les chiffres pour le 4e trimestre aux États-Unis, certes boosté par la balance commerciale, mais autour de 5,3-5,4%, ou un ralentissement, mais qui converge vers la croissance long terme. Donc finalement, en fait, ce n'est plus un sujet de croissance. On a un sujet exogène, on a une variable exogène qu'on peut appeler la variable Trump, qui va avoir un impact à un moment donné sur le sentiment des investisseurs. Probablement, comme le soulignait Laurent, exacerbé par des positions très leveragées.
ce qui fait que finalement, il y a des positions de liquidation, il y a des accélérations en fait, de mouvements de marché à un moment donné. Donc finalement, on voit cette volatilité qui explose comme ça. Oui, Ouais. qui monte très rapidement et après qui redescend très rapidement. Donc il y a ce facteur-là. Mais finalement, il y a d'un point de vue de l'allocation d'actifs, c'est plutôt les impacts à long terme, le sujet. Et là, le trend qu'on voit, c'est que le sujet, c'est valeur refuge. Jusqu'à présent, jusqu'à Trump, la valeur refuge, c'est le dollar, c'est les obligations d'État US. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ouais. Pensez au yen, ce n'est plus le cas, peut-être qu'on en reparle. Donc, en fait, on se déporte vers l'or, on se déporte vers une diversification par rapport aux actifs américains. Et là, c'est plutôt une tendance structurelle qui est en train de s'installer. Les banques centrales, notamment les banques centrales des pays émergents, sont en train de diversifier leurs réserves de change en allant acheter plus d'or et moins de dollars. On voit qu'il y a eu certaines annonces anecdotiques. Il y a eu le fonds de pension Danois. danois. Ouais, bien sûr. Il y a le fonds de l'Ontario des profs. Ouais. Donc on voit quelques petites annonces anecdotiques, mais en fait, le plus important, c'est que dans l'allocation long terme des allocataires, on commence à se dire, en fait, le poids des États-Unis est peut-être allé un poil trop loin, et donc on devrait se diversifier par rapport à cette variable exogène, parce qu'au final, en fait, on ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de la personne la plus puissante de l'administration actuelle. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir ce risque-là. Et là, c'est là où la diversification prend tout son sens, et là où ça a un impact à long terme sur l'allocation d'actifs. Mais désolé, je me retourne vers vous, Laurent, puis je vous passe la parole, Joachim, puisque vous êtes notre investisseur institutionnel auto-investi. De voir des asset owners, des fonds de pension danois ou de l'Ontario ou autre, je crois que le danois, la position du fonds de pension des enseignants au Danemark en treasuries est insignifiante. 100 millions. 100 millions. Voilà, je crois que c'était le chiffre que j'ai vu aussi, donc c'est même microscopique. Oui. Mais de voir des acteurs institutionnels de long terme, conservateurs, commencer à se désensibiliser à ces marchés, c'est quand même, j'imagine, un signal fort. C'est insignifiant sur le plan financier, mais c'est des signaux forts. Oui, c'est un signal fort. Ce qui était très intéressant, c'est le commentaire qui a annoncé. Alors, c'est pas pour des raisons géopolitiques. Non. C'est parce qu'ils ont dit, de toute façon, les États-Unis ne sont plus un très bon crédit. Ouais, c'est ça. Oui. Et ça, oui, c'est... L'argument repose sur la qualité de la signature américaine. De la signature. Ça explique, et je pense que c'est un mouvement, donc les banques centrales, mais aussi les grands investisseurs internationaux. Demain, peut-être les grands investisseurs japonais, qui recommencent à trouver des rendements domestiques intéressants. Après, ce sont des mouvements qui prennent énormément de temps. Ouais. Si vous êtes un gros investisseur, vous avez 1000 milliards de treasuries, vous dites on veut descendre à 500 milliards. Si vous commencez à les vendre, vous allez vendre les 10 premiers milliards, mais les 490 autres, vous allez les vendre beaucoup, beaucoup moins cher. Donc ça, donc c'est au fur et à mesure des tombées qui ne sont pas renouvelées ou pas renouvelées complètement. C'est un changement structurel de la demande pour les obligations américaines et notamment les obligations de long terme. Oui, ça il y a une partie d'acheteurs qui étaient un peu forcés, qui ne sont plus acheteurs aujourd'hui de cette partie. Ça, j'y crois assez. Et aujourd'hui, on retrouve des alternatives qu'on n'avait peut-être pas depuis 10 ans. C'est-à-dire le Japon, voilà, avec le change, l'Europe. Et l'Allemagne. Oui. L'Allemagne. Fournisseur officiel d'obligations, désormais. L'Allemagne. L'Union européenne. L'Union européenne emprunte pour financer le plan Next Gen et peut-être demain. Et la somme de ces marchés permet de compenser quand même l'abandon en partie de ces des pays émergents en dette locale, en devise locale, qui commence aussi à être relativement intéressant. Et ça permet de compenser, vous avez 30 000 milliards de dollars de dette fédérale américaine, si les investisseurs, je fais un grosse maille, hein, si les investisseurs veulent diminuer leur exposition de 10 points, ça fait 3 000 milliards, oui, il y a de quoi... Il y a d'autres marchés pour investir 3 000 milliards, sur les obligations d'entreprise également. Bien sûr. Américaines, mais pas forcément que américaines. Mais américaine aussi. Vous pouvez très bien rester investi en dollars en achetant des entreprises américaines. Vous pouvez acheter du Apple
C'est un... Et on trouve là les caractéristiques d'un actif refuge ou sans risque, en termes de volatilité, en termes de... dans la construction d'un portefeuille institutionnel, on retrouve les mêmes caractéristiques absolument. Du côté d'entreprise plutôt que du côté des États. Tout à fait. Ah ouais. Voilà. Donc oui, il peut y avoir des changements un peu structurels dans les années qui viennent, et corollaire, faiblesse du dollar. C'est ça. Oui. Qui pourrait c'est pourrait plus le continuer. mouvement du couteau qui tombe de 10%, comme on l'a vu là sur les 6 premiers mois de 2025, mais c'est quelque chose, c'est une mécanique beaucoup plus lente, mais profonde et longue. Je crois à ça, oui. Ouais. Bon, Joachim, je vais pas passer la parole. Parlons du Japon. Allons sur le Japon. C'est très intéressant ce qui vient d'être dit, parce que je pense qu'il y a un vrai sujet auprès des grands instituts japonais. Vous revenez du Japon, je le dis, voilà. j'ai toujours ces retours de terrain. Là, vous êtes au Japon pendant 2 semaines, il y a quelques semaines. Tout à fait. Mais c'est intéressant de penser à ces acteurs-là qui sont des grands détenteurs en fait de dette américaine, qui ont aujourd'hui sur leur marché domestique des taux à 40 ans proches de 4%, dans une stratégie de buy and hold qui peuvent faire du sens. Alors je suis totalement d'accord, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est un premier signal qui peut être assez évocateur de ce sentiment et de ce shift qui pourrait se faire avec des rapatriements de flux des États-Unis vers le marché domestique japonais. En intégrant la couverture du change, je crois que les investisseurs japonais sont bien moins incités à aller acheter de l'OAT ou du T-bonds américain que leurs propres obligations aujourd'hui. Tout à fait. Et je pense que c'est un élément qui a ressurgi mardi, parce que c'est vrai qu'on a pointé du doigt la politique de Takaichi et également un peu sa politique qui n'est pas forcément financée. Mais il y a cet élément-là aussi, je pense, qui est venu apporter un signal au marché, attention à la dette américaine, à ces détenteurs-là qui peuvent éventuellement, alors c'est vrai sur le long terme, commencer à réduire leur exposition dans des allocations et plus revenir sur des actifs domestiques. On a quand même l'impression que sur du 20, 30, 40 ans japonais, puisque ça existe, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas d'acheteurs très agressifs encore aujourd'hui. Mais là aussi, c'est fou parce que vu les trouve mouvements qu'on a vus cette semaine, je trouve qu'il n'y a pas eu le contexte qui a été mis en place sur ce qui s'est passé mardi. Il faut voir que ces échéances-là, 30 ans, 40 ans, c'est un marché qui a été fermé pendant des années, qui était totalement contrôlé par la BOJ, qui commence à se réouvrir, ça commence à redevenir un vrai marché avec de la volatilité. Il y a très peu de liquidités encore. À titre d'exemple, sur la séance de mardi, écoutez bien, sur le 10 ans, on a eu 41 milliards de dollars échangés, le 10 ans japonais. Sur le 30 ans et le 40 ans, on a eu 280 millions de dollars. Donc, il n'y a pas de marché. Automatiquement, si on a un peu plus d'acheteurs, de vendeurs que d'acheteurs, ça on est tout de suite. Exactement. Alors après, on a vu, c'est 30 points de base sur du 30 ans. Oui, exact. Alors c'est vrai que pour le Japon, c'est exceptionnel. Oui. Et puis c'est vrai qu'il n'y avait pas côté... d'échange. Voilà, il n'y avait pas d'échange. Il faut savoir que les échanges, historiquement, étaient très peu faits par des étrangers. Aujourd'hui, c'est 60% à peu près des étrangers qui sont sur ces échanges-là. Donc, il y a un peu plus, parfois, d'agressivité, de court-termisme. Donc, automatiquement, on a des tensions plus fortes à court terme. Mais je n'écarte pas ce scénario éventuellement qui est évoqué, même si ce n'est pas le scénario principal, de scénario un peu à la Liz Truss au Japon. Même si moi, je reste tout à fait confiant sur les actions japonaises. On voit que Madame Takaichi nous a dit il y a un mois assez fièrement qu'elle arriverait à atteindre un excédent sur l'année. Excédent primaire. Voilà, excédent primaire. Je crois qu'elle le rate de peu. De peu, mais après, un mois après, le déficit primaire n'a jamais été aussi faible. On a une sortie avec des mesures qui sont annoncées sans forcément à côté du financement. Donc, je pense que c'est logique de se poser la question de sa durée de vie à la tête du gouvernement japonais, même si je pense que ça risque de bien se passer pour elle, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'élément central négatif au Japon, c'est l'inflation importée, le pouvoir d'achat, et que sa mesure principale qui a été annoncée mardi, c'est la baisse de la TVA sur les produits alimentaires pendant 2 ans. Donc elle nous fait pas, alors c'était en l'occurrence, oui, il y a le risque Truss, mais c'était Theresa May. Elle nous fait pas une Theresa May avec les élections du 8 février. Theresa May, forte d'une popularité incroyable, à un moment de son histoire dans les sondages britanniques, déclenche des élections qu'elle perd glorieusement, si je puis dire. Malheureusement, sur ce que vous dites, on est proche de cette histoire-là. D'accord, ok. Mais je pense qu'on a une stabilité différente politique au Japon qui devrait voir
On verra, les élections seront le 8 février. Le but, c'est d'obtenir la majorité pour le parti au pouvoir, pour ensuite avoir plus de mains libres dans ces mesures. Jusqu'où, alors faisons tourner la parole, mais Zakaria, jusqu'où ce trade japonais peut-il se développer? Donc, pontification de la courbe, je rappelle, c'est la courbe la plus pentue des économies avancées aujourd'hui, le Japon. Un one-way trade sur le yen qui n'arrête pas de baisser quasiment à 160 dollars yen. Et dans le même temps, effectivement, le Nikkei qui se porte bien, les banques, etc. Mais jusqu'où on peut développer ce Takaichi Trade? Alors, Est-ce que c'est soutenable? Alors, il y a le court terme et le plus moyen terme. Le très court terme, l'histoire des élections, donc c'est pour le 9 février. Et ce qu'il faut voir, c'est que la première ministre, elle est très populaire. Son parti, beaucoup moins. Elle, c'est 70% de popularité. Le PLD, c'est 35%. Quoi. Voilà. Donc, cette histoire n'est pas gagnée. Et donc, mais en même temps, c'est pour ça qu'on peut comprendre qu'elle n'a rien annoncé en termes de financement. Financer une dépense, ça veut dire annoncer une mauvaise nouvelle quelque part et donc potentiellement perdre des électeurs. Oui. Donc si on a une information sur le financement, ça viendra probablement après le 9, comme ce qu'on a vu dans plein d'autres pays. On va pas faire le tour. On va se compter, quoi. Ils vont se compter le 9 et puis qu'est-ce qu'on peut faire? Mais structurellement, à plus long terme, ce qu'on est en train de vivre, vraiment, c'est une transformation structurelle du Japon. Pendant très longtemps, on a vécu avec un déficit énorme, enfin une dette sur PIB qui est très très élevée. Pourquoi? Parce qu'en fait la courbe des taux est complètement anesthésiée, complètement administrée par la Banque du Japon, qui a écrit le plus gros chèque de l'histoire en fixant le taux 10 ans. Donc on pouvait très bien avoir cette vision-là. Maintenant, en fait, on est en train de changer de monde, où on passe sur une politique fiscale qui se veut plus agressive, et donc en fait se pose la question de son financement. Mais en fait, ce qu'on a en même temps, c'est on a un potentiel de croissance qui est plus élevé. Donc, ça veut dire des rentrées fiscales plus élevées. On a une inflation, on a une politique qui est plutôt inflationniste. Et on le voit en fait sur le train de récent, l'inflation au Japon est finalement en fait plus élevée. Peut-être qu'on sort de ce... Oui. Voilà. Mais du coup, ça vient aussi alléger un peu structurellement la charge de la dette. Bien sûr. Et en contrepartie, ce qui se passe sur le côté monétaire, c'est cette Banque de Japon qui sort de ce système-là en normalisant sa politique. Et donc, ce qu'on va attendre de la Banque du Japon, c'est plutôt avoir des contre-mesures, donc plutôt restrictives, qui viendraient plutôt monter les taux courts, et pour contrebalancer l'effet inflationniste. Donc en fait, on revient quelque part sur un fonctionnement d'une économie plus orthodoxe, plus normale. J'entends. C'est compliqué, et c'est pour ça qu'on voit ces mouvements-là, l'amplitude, la volatilité, parce que, en fait, moi, je suis un investisseur obligataire. Non, je ne vais pas acheter du 40 ans japonais. Oui, il y a une belle prime de terme, mais je ne sais pas ce que j'achète. Je ne sais pas quelle situation fiscale j'achète demain. Ça, c'est le premier sujet. Et se pose aussi la question que la Banque du Japon, malheureusement, elle a beaucoup perdu en crédibilité. À plusieurs reprises, oui, on va normaliser. Il n'y a rien qui est normalisé. Et ça peut, quelque part, expliquer ce côté... aussi expliquer ce mouvement sur la devise. Takaichi va plus vite sur l'agressivité budgétaire que la BOJ, qui est plus conservatrice, et voilà, elle sait, elle est consciente en fait de l'enjeu, et du coup il y a une sorte de latence dans la fonction de réaction. Joachim, vos commentaires. Et puis vous restez constructif sur les actions japonaises. Exactement. Donc le dernier change, ça reste encore un bon marché de 2026. Exactement. Le dernier élément que je peux apporter à la thèse un peu action japonaise suite au retour un peu d'expérience sur le terrain, la rencontre avec les entreprises, il y a un vrai changement dans le management japonais, dans l'allocation du capital. C'est clair, c'est évident. Les sociétés japonaises ont accumulé énormément de cash, on le répète, pendant des années, et aujourd'hui, elles sont prêtes à faire ce qui est nécessaire pour investir dans la croissance, pour faire du retour aux actionnaires. Et ça, aujourd'hui, à mon sens, lorsqu'on investit sur les actions japonaises, c'est l'élément principal de la thèse sur les actions japonaises. Au-delà des deux thématiques aussi qui émergent, qui sont l'IA, on en reparlera peut-être après, et également le secteur financier qui profite de la normalisation monétaire japonaise, mais l'efficience dans l'allocation du capital est
et encore pour longtemps une au thèse cœur. importante. Au cœur C'est-à-dire de que tout. quand on regarde le ROE au Japon par rapport aux autres grandes économies développées, on est largement en retard et il y a tout qui est mis en place pour rattraper ça. On en a discuté avec vous, mais il y a maintenant une paire d'années, Joachim, c'était quoi l'opérateur boursier japonais là, qui faisait le tour des entreprises en leur disant il faut des ROE à ce niveau-là, il faut une meilleure allocation du capital, etc. Enfin, il y a eu un push institutionnel il y a eu pour faire bouger les entreprises. Exactement, 3-4 ans, et puis ça s'accélère d'année en année. Et en plus de ça, ce qui nous aide, c'est l'activisme qui vient un peu forcer les choses. Donc il y a tout pour moi, à mon sens, qui est aligné au niveau microéconomique pour que ça fonctionne bien au Japon. Bon, sur l'histoire japonaise, cette idée de la reflation japonaise, vous y croyez un peu, beaucoup, Laurent, et encore une fois, sur les facettes, les différentes facettes du Takaishi Trade, est-ce qu'il y a un potentiel de déstabilisation aussi à un moment pour les marchés globaux? Un yen qui ne fait que baisser, une volatilité toujours très forte sur ces marchés obligataires japonais, avec, on le sait, quand même, des positions, là aussi, qui se sont empilées pendant des années, quand même. Il y a un potentiel de déstabilisation très fort. Moi, il y a quelque chose que, à mon avis, le marché se trompe dans son analyse. Alors peut-être pas jusqu'aux élections, mais après les élections, on pense que tout ça est positif pour le yen. C'est ça. Pas négatif pour le yen. Vous ne seriez pas short yen aujourd'hui? Ah non. Non. Si je devais prendre un pari, ce serait plutôt un long yen. On voit les taux japonais monter et la devise baisser. C'est un schéma, en tout cas dans les économies développées, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Surtout si on a une reflation et une banque du Japon qui commence à normaliser sa politique Donc, monétaire. l'ingrédient qui manque, c'est la Banque du Japon. Probablement. Avec un écart de taux entre les États-Unis et le Japon qui se réduit. Alors, j'ai pas regardé très récemment, je crois que j'ai regardé l'année dernière, le GPIF, donc le grand fonds de pension retraite japonais, a 55% de ses actifs qui sont placés à l'étranger. Et dans ces 55%, alors ce qui est assez intéressant, parce qu'ils publient l'intégralité de leur portefeuille obligataire, par exemple. Ils publient l'intégralité de leur position. Vous pouvez y aller, Ils sont transparents. vous pouvez le télécharger sur Excel. Là, c'est très intéressant. Mais 55%, c'est un fonds qui fait 1200, 1300 milliards de dollars. Donc, et il suffit de pas grand-chose, finalement. C'est pas... il suffit un pouillème de ces 55% qui reviendrait sur des actifs en Japon en yens, donc 10%, ça vous fait tout de suite 50, 60 milliards, et avec un impact direct sur la devise. Et donc un renforcement du yen. Donc c'est la partie du trade qu'aujourd'hui je ne comprends pas, à part l'incertitude par rapport aux élections. Mais vraiment de la politique fiscale, mais voilà, le risque de renversement de la tendance sur le yen, Joachim, comment vous l'évaluez, sachant que le yen se retourne. Planté pendant plusieurs mois là-dessus, donc j'ai toujours eu ce scénario-là depuis un an et demi, et la vérité fait dire l'inverse. Quand ça se retourne, le yen, c'est pas un ou deux pips, quoi. C'est vite plusieurs figures. Widowmaker. Ouais, c'est ça. C'est ça, le faiseur de veuve. C'est vrai que, alors, on a eu cet écart en août 2024 où, avec les débouclements de carry trade, ça a été violent. Mais c'est vrai qu'on continue de voir beaucoup d'investisseurs et stratégistes mettre en avant ce côté parfois structurel plutôt faible du yen par rapport à l'économie japonaise. Mais bon, on voit que ça évolue, donc sans doute ça pourra inverser la tendance, puisque aujourd'hui tout est aligné quasiment, mis à part certains éléments monétaires, pour que le yen s'apprécie un peu plus quand même. Bon. Tour de table un peu sur la stratégie de marché pour démarrer cette année 2026 avec les éléments qu'on a pu décrire. On a beaucoup parlé de géopolitique, le sujet japonais bien sûr. Il y a le thème de l'IA qui reste bien sûr l'éléphant dans la pièce, avec la question de savoir comment se positionner par rapport à ce thème qui s'élargit au-delà des seuls hyperscalers et fournisseurs de pelles et de pioches. Mais la question plus globale, comment on se positionne et comment on gère des stratégies multi-actifs, Zachary, dans des marchés où tout est relativement cher aujourd'hui, sur le crédit, sur les actions? Alors, tout est relativement cher, oui, mais en fait, pour beaucoup de segments de marché, on trouve que c'est justifié. C'est justifié soit par des potentiels de croissance qui sont plus élevés, soit par des earnings justement qui augmentent. Mais on imagine que ça pourrait être mieux encore. Non, je pense que le potentiel de hausse est peut-être plus faible. Je pense par exemple au marché du crédit. On a une qualité de crédit qui est meilleure, on a peu de crainte sur la croissance. Et on a de la marge d'assouplissement monétaire si besoin. Donc, ces éléments-là font dire, bon, alors,
pour des logiques de rendement, bah, si c'est intéressant d'y aller. On ne va pas avoir une compression de spread, même si on a vu des choses qui... Parfois, le marché... Défie l'entendement, parfois. Voilà, où le marché est très, très généreux. Ouais. Mais là, on voit aussi il y a ce déséquilibre entre l'offre et la demande. En fait, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont... On appelle cash riches, quoi. Il y a beaucoup de liquidités dans le système et au fait, il y a beaucoup de liquidités en face de peu d'émissions, ce qui fait que sur le marché primaire du crédit, ça se passe très très bien. Sur l'allocation action, ce qui est intéressant, ce que je soulignais tout à l'heure, c'est plutôt cette tendance long terme de dédollarisation. Et donc, en fait, un intérêt d'aller diversifier sur les marchés émergents. Vous parlez de la tech. La tech, aujourd'hui, on voit que ce n'est plus le monopole des États-Unis. Il y a la Chine dans la course à l'excellence, si je peux appeler ça, ou à gagner la pole position. Donc, et à l'adoption aussi. Hein. C'est-à-dire que peut-être que c'est la prochaine étape aussi du thème IA. Quelles sont les entreprises qui adoptent l'IA avec succès, j'entends. J'ai l'impression que l'adoption, la profondeur de la vitesse d'adoption est beaucoup plus rapide en Chine que dans d'autres pays. Oui, mais en fait, la Chine, c'est particulier parce qu'il y a une dynamique de croissance intérieure qui n'est pas bonne aujourd'hui. On ne parle pas du sujet de l'immobilier qui dure depuis des années. Peut-être qu'ils se décideront un jour à le régler. Mais en gros, en fait, on voit que la croissance, les moteurs de la croissance interne, que ce soit la consommation ou l'investissement, c'est plutôt faiblard. Le gros sujet, c'est le sujet de la tech. Il y a le commerce extérieur qui dope la croissance. Mais je ne sais pas si on peut dire artificiellement dope la croissance, mais en tout cas, il n'y a que la partie commerce extérieur qui fonctionne. Donc, on n'a pas envie d'être exposé partout en Chine, mais plutôt sur ce segment-là. Après, il y a des économies émergentes, Amérique latine, qui vont très bien, sur lesquelles les taux d'intérêt sont très élevés. Ils ont fait très bien leur devoir. Donc, il y a une situation qui est plutôt saine. Il y a toujours l'élément politique. Oui. Il y a des élections au Brésil qui arrivent. Oui. Donc, il y a toujours des facteurs de risque. Donc, il faut doser par rapport à cela. Mais quelque part, en fait, ce n'est pas la même image partout. Et du coup, c'est plus une question d'allocation géographique ou sectorielle que vraiment de jauge de risque au global. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de sujet sur la croissance. Donc, on a envie d'être plutôt... J'espère on est plutôt long sur les actifs risqués. Mais la jauge n'est pas à 10 sur 10 compte tenu des valorisations sur plusieurs segments de marché. Ouais, je comprends. Parlons aussi des actions émergentes, en l'occurrence, Joachim. Ça me désole qu'on n'évoque pas les actions européennes, quand même. Mais bon, on va passer à l'aise. C'est pour rentrer dans le temps. J'ai 1 heure d'émission tous les jours. Et je vous assure qu'on en parle. On en parle aussi. Mais quand on peut parler d'autre chose, c'est génial. Quand vous posez la question de l'IA pas cher, vous voulez de l'IA pas cher, il fallait être en Corée ou à Taïwan, qui sont des marchés qui ont extrêmement bien progressé, puisqu'en fait, on a des vrais rôles majeurs dans l'IA et on se paye pas cher, même après 75% de croissance en Corée sur le marché coréen. Et même quand on voit aujourd'hui TSMC, après le parcours incroyable qu'a connu TSMC, on est sur des valorisations qui sont tout à fait raisonnables. Après, sur la Chine, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Zakaria. Aujourd'hui, la Chine a une volonté exceptionnelle de développer son industrie technologique et de rattraper les États-Unis, voire de les dépasser sur certaines sous-industries comme la robotique. Sur l'IA, les semi-conducteurs, on voit qu'il y a des percées technologiques incroyables en Chine et le but de la Chine, c'est à la fois de développer ça en interne, mais de l'exporter aussi dans les pays du Sud pour avoir une souveraineté chinoise qui s'étend aussi en Asie du Sud-Est, au LATAM, en Afrique. Donc, à mon sens, c'est la bonne stratégie aujourd'hui. Et après, on a le reste de l'Asie, donc l'ASEAN, l'Inde, qui sont des marchés très intéressants en source de diversification, qui sont très loin du tumulte international au niveau géopolitique, qui ont des économies très tournées sur la demande domestique et qui sont plutôt dans une phase porteuse avec un dollar faible et une Fed plutôt qui est aujourd'hui avec des taux plutôt vers le bas. Donc pour moi, à mon sens, la zone asiatique est aujourd'hui et encore pour 2026 une zone très intéressante. Et c'est une zone qui est encore, alors c'est toujours difficile à estimer, mais qui est encore, selon vous, sous-pondérée stratégiquement Totalement. Par les grands investisseurs, allocataires, ceux qui font les flux, j'ai envie de dire. Ouais, Totalement. Ce qu'on voit sur la Chine, on parlait de marché ininvestissable il y a encore même pas 1 an et demi, 2 ans, donc autant dire que le niveau de pessimisme a atteint
un niveau, on est loin quasiment de revenir au neutre. Et puis là, on commence à revoir des flux aussi vers les émergents asiatiques depuis 2 mois à peu près, revenir sur la zone. Bien sûr. Je suis complètement aligné sur le discours. Il y a peut-être une petite différence sur l'Inde, où on est plutôt très sous-pondéré. Compte tenu en fait, il y a eu un chemin. Les actions indiennes étaient très chères mi-2024. Moins on investissait en Chine, plus on investissait en Inde. Voilà, ça a été ça. Il y a le sujet de la devise qui baisse très fortement. Il y a le sujet l'Inde, je vous rappelle, c'est le pays où avec le taux de barrière de Monsieur Trump qui est le plus élevé. Il y a la dépendance par rapport au pétrole russe. Il y a beaucoup de facteurs structurels et il y a finalement cette déception. En fait, on a toujours pensé que l'Inde, c'est le substitut de la Chine. Et en fait, il y a quand même une déception par rapport à ça, avec plusieurs secteurs économiques qui vont être fortement disruptés par l'IA. Voilà. Donc, c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui nous font aujourd'hui être beaucoup plus prudents, spécifiquement sur l'Inde. Bon. Laurent, stratégie, vue d'allocation là pour 2026, comment on essaye de construire un portefeuille équilibré, résilient pour traverser et tirer les opportunités du marché. 2026 et au-delà. Parce on investit, bien sûr, pour 10 ans, 20 ans. Construit un portefeuille... non. Non, la date de péremption sera passée. Non, aujourd'hui... Je suis d'accord avec Zacharia, le crédit reste intéressant dans une optique de rendement, parce qu'on a aussi des taux souverains. Alors moi, j'ai investi plus en zone euro, là, massivement en zone euro, parce qu'on a des taux souverains qui restent intéressants. On a un 2 ans allemand qui est à 2,20. La pente 2 ans, 5 ans ne me semble pas extrêmement intéressante. On a aujourd'hui 30 points de base. Pourquoi elle ne me semble pas très intéressante? C'est parce que je pense que cette année, quittons notre prisme négatif français et tournons-nous vers l'Europe. On devrait avoir plutôt des bonnes surprises sur la croissance européenne. On a un chômage en Europe qui est tombé à 6,3. On a des salaires qui devraient recommencer à ne plus baisser, voire réaccélérer, aussi en rattrapage des pertes de pouvoir d'achat qu'on a eues. C'est la réelle positif. Et je n'exclus pas que d'ici la fin de l'année, on commence à évoquer de possibles hausses de taux de la BCE fin 2026, début 2027. Donc méfiance sur cette partie 2 ans, 5 ans, vous dites. Donc 2 ans, portefeuille, cœur, crédit, 2 ans. Je garde de la liquidité pour pouvoir rallonger si effectivement on commence à entendre des possibles hausses de taux, ce qui va pontifier la courbe, tout simplement, assez vite. Sur les actions, j'ai une poche action aujourd'hui, c'est à peu près 5% de mon portefeuille, c'est pas énorme, c'est même plutôt minime. Plutôt des stratégies stock picking qu'indice, small cap. Je pense small mid cap dans ces marchés-là qui sont un peu en transition. Un début d'année très fort pour les small cap. Bah oui, malheureusement. J'ai pas eu le temps de me retourner. Alors heureusement, parce que c'est pour ça. On est content que ce segment se réveille. Tout à fait. Et donc oui, parce que pour terminer sur le crédit, effectivement, donc je vais maintenir aujourd'hui une sensibilité crédit et taux sur mon portefeuille obligataire à peu près à 2,5. Ce qui, moitié, ou on va dire 2 tiers high yield, 1 tiers investment grade, va nous donner du 4 de portage à peu près. Donc, en termes de rendement, couple rendement-risque, c'est intéressant. Une poche diversifiée, performance absolue, que j'ai quelques petites pépites dans le portefeuille. Et la semaine dernière, j'ai renforcé en assurance, sur une petite assurance, un très bon fonds inflation. Qui joue sur les points morts d'inflation, 2 tiers aux États-Unis, 1 tiers en Europe, parce que dans ce cadre-là où on pourrait avoir des bonnes nouvelles sur la croissance en Europe, aussi aux États-Unis, parce que Trump va faire des chèques pour gagner les élections, une réaccélération. Pour les perdre un peu moins que les autres, peut-être, on verra. Je comprends. Avec un taux de chômage qui est à 4,3, plus de création d'emplois, mais le chômage... qu'il faut couvrir. Le risque d'une inflation qui redéborderait un peu au-delà de ce qu'on imagine. Oui, je pense. C'est une assurance pas très chère,
parce que effectivement, comme c'est couvert du taux fixe, si ça marche pas, ça fera 0, moins 1, moins 2%. Si ça marche bien, ça peut effectivement couvrir une partie. Alors, ça couvre pas tout le portefeuille. Hein. On peut pas prendre, bien sûr, on peut pas mettre des montants très très importants là-dessus. Mais c'est voilà, ça me semble être un petit risque pour 2026 que on ait un rebond. Alors. La bonne nouvelle, le rebond de la croissance. Oui, mais corollaire, un petit rebond de l'inflation de la croissance, donc et des marchés qui recommencent à anticiper non pas des baisses de taux, mais plutôt des hausses de taux et des courbes qui se pontifient. On a déjà commencé. Enfin, cette conversation est déjà ouverte dans les marchés, et notamment du point de vue de la Banque centrale européenne, mais d'autres, l'Australie, je crois. Enfin voilà. L'Australie sera peut-être la bonne candidate pour un prochain mouvement à la hausse. Deux petites hausses. Déjà pressé, anticipé. Oui, voilà, tout à fait. Avec des taux de chômage. Vous trouviez qu'on n'a pas assez parlé de l'Europe, il nous reste 30 secondes. Alors. Non, si, mais je veux bien un mot. Le cas d'investissement des actions européennes. Il est assez consensuel aujourd'hui. Quand on voit, c'est tout ce qui est lié aux valeurs de défense, à l'énergie. Il y a un petit peu d'attente, on sent qu'il revient sur le luxe, même si on est très dépendant de la consommation chinoise qui peine à voir le jour. Je pense qu'en ce début d'année, on est sur quelque chose qui continue par rapport à ce qu'on a vu en 2025 en termes de thème. Bon, et on verra. Le luxe LVMH publie la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, donc donnera le coup d'envoi. On a eu Burberry qui était pas mal. Ouais. Et on suivra donc LVMH et le retour des banques centrales la semaine prochaine aussi avec la Fed. Merci à vous trois, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Joachim Jean, Mansartis, Zakaria Darwish, CPR Asset Management et Laurent Martin, CI BTP France. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, comme souvent dans ce dernier quart d'heure, c'est celui de l'univers des actifs privés, des actifs non cotés. Et nous allons nous focaliser sur un segment du private equity, le lower mid cap, en France, en Europe, avec les spécialistes de MBO+, et son directeur général Xavier de Prévoisin, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Xavier. Merci beaucoup. MBO+, va approcher et marquer l'an prochain, je crois, son quart de siècle d'existence. C'est ça, Xavier. Absolument. Le temps passe vite, mais 25 ans dans cette industrie, c'est déjà un beau track record. Qu'est-ce qui vous caractérise là chez MBO+, dans cette industrie du private equity? Effectivement, MBO a été créé en 2002 avec l'idée d'offrir à des investisseurs institutionnels une capacité de déploiement, un accès à l'univers qui est notre spécialité, c'est l'investissement en capital dans les PME et ETI françaises. Alors dans notre jargon du private equity, donc c'est le lower mid cap. Voilà, le lower mid cap. Globalement, des entreprises qui font entre 15 et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dans cet univers, on a déployé 3 stratégies. Et donc, on offre à nos investisseurs une capacité d'investir sur 3 thématiques différentes. Une première thématique, notre thématique historique, MBO Buyout, ce sont des opérations majoritaires dans lesquelles on trouve des opportunités d'accompagner des managers à un moment où il y a un point d'inflexion dans la vie de l'entreprise. Donc là, on est majoritaire, impactant. On a construit une équipe d'efficacité opérationnelle alignée avec le management. MBO, c'est le management buyout. Exactement. C'est l'association du management. Exactement. Toujours le management au centre. Bien sûr. sûr. C'est très important, en tout cas même dans notre culture, nous, MBO d'investisseurs. Et là, on va chercher de l'upside maximum. On va chercher de la création de valeur stratégique. On a un deuxième fonds qui, dans ce même univers, PME, ETI, accompagne les entrepreneurs sur des thématiques un peu différentes. C'est un entrepreneur qui a le contrôle, mais qui a besoin de capital, mais qui veut se reluer, qui est très acheteur de son projet, de son entreprise. Et donc, on va intervenir là en minoritaire, avec des instruments plutôt obligataires. Et donc, ce qu'on offre à l'entrepreneur, c'est une relution. Ce qu'on offre à nos investisseurs, c'est finalement un très haut rendement, une volatilité faible, une très forte protection du capital. Enfin, on a un troisième fonds, MBO Buy and Build, qui est un fonds... alors avec un portefeuille très concentré sur 2 plateformes de consolidation de marchés fragmentés au niveau européen. Donc 300 millions, 200 millions, 240 millions d'euros. Voilà, MBO dans cet univers du lower mid cap. Bon, parlons de cet univers du lower mid cap en France. Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qui le caractérise? Et dans un monde du private equity, on le raconte régulièrement ici, et vous le savez mieux que personne, évidemment, Xavier, qui souffre, qui a souffert, choc des taux, on l'a beaucoup raconté, avec un cycle de rotation du capital qui est quand même grippé ici et là. Qu'est-ce qui caractérise ce segment du lower mid cap et pourquoi est-ce qu'il est protégé un peu de ce marasme général de l'industrie qui est la vôtre?
Oh, le marasme, vous Non, êtes bon, un petit peu dur, mais disons que c'est vrai. Non, mais on va dire. Je pense que 22-23, forte hausse des taux, c'est la fin d'un cycle. Oui. Voilà, on a un cycle de 10 ans de baisse des taux, ce qui a eu un risque extrêmement fort. On repart avec d'autres paramètres. Et voilà, on repart avec d'autres mais bien paramètres. sûr. J'ai pas dit que c'était Pour toute l'industrie, pour toute l'industrie du private equity. Mais à l'intérieur de cette industrie, effectivement, le lower mid cap a beaucoup moins souffert pour 3 raisons principales. Ouais. La première raison, c'est un marché extrêmement profond. La structure de l'économie française fait que vous avez, nous MBO, on voit entre 250 et 300 opérations par an dans cet univers. Donc vous avez toujours une bonne capacité en fait, à sélectionner des bonnes opérations et à construire un portefeuille équilibré et performant. Et ces opérations, elles sont très souvent déclenchées dans des opérations qu'on appelle dites primaires, c'est-à-dire des carve-out, des transmissions, une équipe de management qui rachète à des fondateurs. Et ces facteurs de déclenchement d'une opération sont finalement assez décorrélés de l'afflux de liquidité du cycle. Voilà, c'est un moment, un mouvement stratégique d'un groupe, il doit vendre une filiale, le fondateur qui arrête, il doit céder son entreprise. Et donc, il y a une très grande stabilité de ce marché. Voilà, nous, c'est 250-300 opérations que l'on voit tous les ans. Chaque année, quoi. Tous les ans. Voilà. C'est le premier élément important. Le deuxième, c'est qu'on est sur des opérations, donc souvent primaires, où il y a un vrai gisement, on va dire, de chemin de création de valeur. Parce que finalement, notre métier, c'est évidemment d'investir dans l'entreprise, d'accompagner des entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment ce qui nous caractérise. Nous, c'est l'entrepreneur qui est au centre, toujours, dans tous nos fonds d'ailleurs, et toutes nos opérations. Mais finalement, on cherche à accompagner les meilleurs projets, les meilleurs dirigeants dans un chemin de création de valeur. Et c'est ça qu'on cherche. Et dans cet univers qui est très profond, il y a des pépites. Des pépites dans l'économie française. Et ce qui est important, c'est de pouvoir y avoir accès. Et ces pépites, donc, elles permettent au segment du lower mid cap d'avoir toujours surperformé les segments du mid ou du large. Voilà, bon, ça, je parle marché, c'est France Invest. Bien sûr, mais on a toujours 2-3 points de performance de TRI de plus, parce qu'on a cette capacité à trouver des pépites. Et enfin, et je crois que c'est aujourd'hui le facteur le plus important dans la résilience du lower mid cap, c'est un segment où il y a toujours de la liquidité. Dans notre univers du private equity, c'est très bien d'investir, c'est très bien de créer de la valeur, mais ce qui est très important, c'est qu'à un moment, il faut le matérialiser pour renvoyer la valeur créée à nos investisseurs. Et c'est là où le lower mid cap, depuis 2-3 ans, se démarque. C'est que le marché étant profond, on crée de la valeur stratégique. En fait, vous pouvez rendre plus facilement de la liquidité. Si j'illustre avec à vos LPs. Humblement avec MBO, voilà. Depuis, on s'est créé en 2002, à partir de 2005, 3 ans après. Tous les ans, on a toujours rendu. Toujours. Ce qui n'est pas du tout, et ça, je pense que l'univers du lower mid cap, ce qui n'est pas du tout le cas en mid. Là, c'est là où je parlais de marasme, effectivement, mais j'intégrais cette idée-là, cette incapacité ou cette difficulté à rendre depuis quelques années maintenant de la liquidité aux investisseurs. Absolument. Et pour les raisons, c'est aussi que nous, on a une multitude d'acheteurs possibles. Si je prends encore l'exemple de MBO, 50% de nos sorties, c'est à peu près d'acheteurs industriels. Donc des gens qui voit une valeur stratégique qui a été créée. On a transformé une entreprise. Elle n'avait pas de valeur quand on est rentré, presque par définition, puisque c'est un fonds qui fait l'acquisition. On l'a créé. Vous créez un univers d'acheteurs. Et on a aussi un univers possible dans l'univers du mid-cap ou du large-cap, parce qu'il y a quand même des fonds qui ont du capital à déployer. Et donc, on a toujours des options. Ce qui est, financière ou industrielle, mais il y a toujours une option. Toujours d'options. Et évidemment, alors après, c'est un peu banal, mais comme vous êtes sur des entreprises de taille plutôt petite, c'est beaucoup plus facilement absorbable par un univers d'acheteurs large. Bien sûr. Très, très gros, vous avez peu d'acheteurs. Voilà, donc ces 3 caractéristiques. Et surtout la liquidité, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus valorisé par les LP. Oui, c'est ce que tout le monde recherche aujourd'hui. Comment vous exploitez ce segment? Du sourcing des dossiers, vous dites 200 à 300 deals, donc c'est des équipes sur le terrain, ça veut dire que vous passez quand même une bonne partie de votre temps à, j'imagine déjà, à naviguer un peu en France, il faut rencontrer les gens, à regarder les dossiers, etc. Donc l'accès au sourcing, au meilleur sourcing, ça m'intéresse. Et puis, sur la durée de vie d'un investissement que vous portez pendant plusieurs années, évidemment, comment se déroule le processus de création de valeur? J'ai toujours entendu le TRI se fait à l'achat. J'imagine quand même qu'une partie de la création de valeur se fait aussi tout au long de la durée de vie de l'investissement, Xavier. Je pense effectivement la barrière à l'entrée de ce marché, c'est accéder aux opportunités, et d'avoir une capacité à rencontrer les entrepreneurs, à engager une relation avec un entrepreneur. Un entrepreneur de PME, vous avez une manière de travailler avec lui, d'engager la relation avec lui, de construire un pacte stratégique avec lui qui est spécifique, qui est particulière. On n'est pas dans le monde des grands groupes cotés. C'est pas naturel pour lui de voir un fonds on est souvent MBO ou autre venir frapper à sa porte. On est souvent le premier fonds, donc il y a toujours une appréhension de la vie avec un fonds. Et je pense que effectivement, comme vous le mentionnez, la première qualité, c'est de reconstruire une organisation. Alors nous, en plus, on l'a
fait depuis 25 ans. Ah, Donc, on est vraiment très, très imprégné dans ce Ancré. marché. On a une grosse empreinte pour rencontrer ces entrepreneurs. Donc, on va beaucoup voir les entrepreneurs là où ils sont. Et surtout, au-delà de les rencontrer, c'est de gagner leur confiance et de leur expliquer pourquoi. Alors, ce ne sera pas le cas dans toutes les thèses, toutes les situations, mais souvent, on est le bon actionnaire. Pourquoi nous, dans cette situation, on est le bon actionnaire pour vous, pour votre entreprise, pour votre projet, pour le cycle qui s'ouvre. Donc ça, c'est une organisation que vous mettez en place. Donc c'est effectivement une approche à la fois réactive, proactive. Voilà, on est très à l'aise dans ces univers où voilà, on rentre par la fenêtre, par la porte, par la cheminée, par secteur, par géographie, par capillarité. On a fait 150 deals. Hein. Ouais, donc quand on a fait 150 deals, c'est-à-dire qu'on en a vu 1500 où on a vraiment été même très loin dans les analyses. Et on a eu accès à 5000 dossiers. Quoi. Donc c'est vraiment un réseau qu'on a cultivé. Bon, c'est ce qui fait aujourd'hui la barrière à l'entrée. Donc nous, on en bénéficie parce qu'on est un acteur historique. Je pense que le deuxième, comme je dis, le deuxième axe, c'est savoir sélectionner. Et là aussi, alors ça, c'est peut-être l'évolution qu'il y a eu dans notre univers du lower mid-cap, hein, c'est qu'on est, nous, dans notre histoire, passé d'une stratégie qui, il y a 20 ans, était assez généraliste, à aussi aujourd'hui une stratégie qui est beaucoup plus précise, par thèse d'investissement, d'où les 3 fonds. J'ai rentré dans un projet typiquement de spin-off ou de carve-out, où vous avez un repositionnement stratégique à opérer et où vous devez, avec une équipe de management très alignée avec elle, vous êtes piloté un projet de transformation stratégique. C'est assez différent d'engager une relation avec un dirigeant qui a le contrôle et qui a besoin de capital, mais de relution. Donc, en fait, on s'est sur ces 25 ans, c'est ça. Il y a un niveau d'expertise. Il a fallu monter en charge sur l'expertise. Absolument. Sur l'expertise. Et on a spécialisé nos fonds par thèse d'investissement. Et là encore, la consolidation au niveau pan-européen, c'est-à-dire l'organisation qu'on va mettre en place, le niveau de suivi, le niveau de pilotage est pas le même que dans une opération minoritaire obligataire ou dans une opération primaire buy-out classique. Donc voilà, on a nos 3 fonds par thèse, notre conviction, investisseurs. Qui nous semble parfaitement répondre à la fois, et nous on a toujours 2 facettes, hein. C'est j'offre à mes investisseurs un couple risque-rendement différent, parce qu'on n'a pas la même taille de portefeuille, la même et j'offre à l'entrepreneur une réponse à un besoin spécifique. Sûr, un objectif qu'il vise. Exactement. Voilà. Sur la création de valeur. Création de valeur, là aussi, je veux dire, le marché a beaucoup changé. Il est évidemment beaucoup plus mature qu'à ses glorieux débuts à la fin des années 90. Et le moment pionnier. Les mots pionniers, etc., où on avait des leviers. Effectivement, je pense que c'était une époque où le principal levier de création de valeur était ce que vous mentionniez. Le levier. Ouais, non, c'était le levier, mais c'est surtout l'achat. C'est-à-dire qu'on est sur un marché peu arbitré. D'accord. Où vous aviez accès à des opérations peu concurrentielles, des prix d'entrée qui étaient assez faibles, et la baisse des taux a aidé tout le monde, puisque le coût du capital a baissé, vous aviez... Mais c'était des paramètres financiers purs qui faisaient la création. Beaucoup plus financiers. Aujourd'hui, je pense qu'on revient aux fondamentaux du métier d'investisseur, puisque le marché est mature, les gens sont bien conseillés, on a, nous, des accès très privilégiés, mais même avec un accès privilégié, vous achetez des entreprises à leur prix, très souvent. Je pense qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Et en fait, on est dans un univers lower mid-cap où la création de valeur vient très peu du levier. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des univers PME, ETI. Les niveaux de levier dans notre segment sont assez mesurés, alors ce qu'aiment nos investisseurs, parce que du coup, le niveau de risque est plus faible. Et donc, ça contribue assez peu, contrairement au large cap. Nous, le levier contribue. Ce qui contribue beaucoup, c'est l'amélioration de la performance de l'entreprise et son repositionnement stratégique qui se traduit par le multiple de sortie, en fait, le multiple de valorisation. Donc, c'est vraiment les 2 sujets sur lesquels on va concentrer beaucoup notre analyse au début du deal pour les sélectionner, et surtout l'accompagnement derrière. C'est-à-dire comment est-ce que j'améliore la performance de l'entreprise, et améliorer sa performance, c'est améliorer sa croissance. Donc c'est pas souvent par de l'internationalisation. C'est améliorer sa rentabilité, donc ça c'est de l'efficacité opérationnelle. C'est aussi améliorer son empreinte ESG, c'est assez fondamental. C'est-à-dire améliorer sa gestion RH, sa capacité à recruter des talents, à baisser son churn, voilà. Et on en parle moins, mais ça reste une source de création de valeur. Absolument. Je pense qu'on a eu parfois, on a fait un peu. Ça a été parfois un peu trop mis en avant. Je comprends. Mais attention. Alors déjà, je pense qu'en tant que citoyen, on pense que c'est des sujets importants quand même. L'environnement, l'empreinte environnementale et sociale. Mais surtout, moi, en tant qu'investisseur, je suis absolument convaincu que l'amélioration de la performance de l'entreprise sur ces thèmes-là, en fait, améliore in fine sa performance financière. L'extra-financier a un impact sur le financier et améliore surtout sa liquidité.
C'est-à-dire qu'une entreprise qui ignore ces sujets prend un risque d'être illiquide, parce qu'en fait, vous n'avez plus d'acheteurs. Ouais, les actifs échoués. Exactement. Donc c'est un vrai risque. On s'arrêtera là pour cette fois, Xavier, mais vous reviendrez nous parler Avec grand plaisir. de ce processus de création de valeur dans ce marché des PME et des ETI françaises. Je vais le dire comme ça. Xavier de Prévoisin, directeur général de MBO+, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.